Devenu adulte, Zeus rencontre Métis, une océanide, une nymphe de la mer, la fille des titans Océan et Thétis. Métis est la déesse de la prudence, mais aussi la déesse de la ruse. Le jeune Zeus décide de la séduire et il y parvient sans peine. Tout naturellement, il lui confie ses origines, son désir de faire payer à son père les crimes dont il s'est rendu coupable, et son vœu de libérer ses frères et sœurs, enfermés dans la panse de Cronos. Comment s'y prendre? Métis lui suggère la solution, en faisant boire à Cronos un émétique, une drogue qui le fera vomir. Pour tromper le goût, ajoute Métis, tu le mélangeras à du miel. Excellente idée, mais où trouver pareil breuvage? Métis sourit. Pourquoi ne poses-tu pas la question à ta mère? Elle saura. Suivant le conseil de Métis, Zeus va voir Rhéa et lui expose le projet. Rhéa applaudit au stratagème. Elle compose la drogue et la confie à son fils, après l'avoir introduit à la cour de Cronos comme échanson, ce jeune garçon chargé d'offrir à boire aux dieux. Une fois devant son père, Zeus lui tend la coupe. Cronos, qui ne se doute de rien, la prend. Mais à peine a-t-il bu le breuvage qu'il commence par vomir la pierre, cette fameuse pierre emmaillotée. Puis il régurgite un à un tous les enfants que Rhéa avait mis au monde. Furieux d'avoir été dupé et bien déterminé à conserver son trône, Cronos décide de faire rendre gorge à son fils. Il rallie à lui tous les titans, ses frères et sœurs. Les enfants de Rhéa, Métis. Une belle océanide, Métis. Elle incarne la prudence, mais aussi la ruse. Par ses précieux conseils, dans les premiers temps du monde, elle avait permis à Zeus de venger sa mère et de sauver ses frères et sœurs. Alors, est-ce pour lui manifester sa gratitude que le maître de l'Olympe lui demande sa main? La reconnaissance n'est pas le fort des puissants, non. Métis lui plaît. Elle lui plaît même beaucoup. Comment résister à une demande en mariage lorsqu'elle est faite par le roi des dieux? La jeune nymphe est flattée, sensible à l'honneur qui lui est fait. Elle dit oui, et le couple convole en justes noces. Aucun nuage ne vient assombrir leur idylle. Jusqu'au jour où un oracle apprend à Zeus qu'après lui avoir donné une fille, son épouse lui donnera un garçon, et que plus tard, ce garçon le détrônera, comme lui-même avait détrôné son père, Cronos. On imagine l'émoi du roi des dieux. Alors, pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, dès que Métis lui annonce qu'elle est enceinte, Zeus lui propose un concours pour le moins original. Il la met au défi de se métamorphoser mieux qu'il ne le ferait lui-même. Les métamorphoses sont un jeu courant chez les dieux qui possèdent ce pouvoir de changer de forme au gré de leurs désirs. Métis, pourtant symbole de la prudence, ne se méfie pas. Elle se lance allègrement dans une série de métamorphoses. La voici tour à tour lionne, sanglier, flamme ou encore mouche. Zeus la félicite. C'est bien, mais serais-tu capable de te faire encore plus petite? Prise au jeu, Métis se change à nouveau, et cette fois en goutte d'eau. Zeus applaudit et s'empresse de l'avaler. Mais on n'engloutit pas la déesse de la ruse sans s'attirer de sérieux ennuis. Quelque temps plus tard, Zeus est pris d'un mal de tête si soudain, si violent qu'il lui semble que son crâne va éclater.
Affolé, son fils Héphaïstos, dieu des forgerons, accourt. Armé d'une double masse, il assène un grand coup sur le crâne de son père. Miracle! De la tête fendue du roi des dieux surgit la fille que portait Métis, Athéna. Athéna, déesse de la guerre, protectrice des cités. Elle apparaît dans toute sa splendeur, avec son casque et sa lance, déjà prête pour la bataille. La mère de Zeus. En ce temps-là, les dieux vivaient dans leur palais, sur l'Olympe. Mais il n'existait pas de cité sur terre qui leur fût exclusivement consacrée. Zeus estima qu'il fallait, sans plus tarder, combler ce manque. Il convoque alors tous les dieux et leur demande de choisir une ville dans laquelle les hommes honoreront leur culte. Une seule cité pour chaque dieu. Chacun fait son choix. Apollon choisit Delphes. Arès prend Sparte. Aphrodite s'établit à Corinthe. Même Artémis, pourtant solitaire et farouche, se résout à choisir une ville. Ce sera Éphèse. Mais lorsque vient le tour de Poséidon et d'Athéna, tous deux revendiquent la possession de l'Attique. Le ton monte. Voyant son frère et sa fille se disputer de plus en plus violemment, Zeus décide que le roi de l'Attique, le sage Cécrops, sera l'arbitre de ce conflit. Cécrops est un bon souverain. Il a interdit les sacrifices humains. Il a fait de sa région la plus civilisée des contrées du monde. Il a instauré la monogamie, le mariage, a créé les premiers tribunaux. Chose inédite, il a accordé le droit de vote aux hommes, mais aussi aux femmes. Cécrops obéit aux souhaits de Zeus. Il s'enferme dans son palais. Quelques heures plus tard, il en ressort et déclare que la ville sera placée sous le patronage du dieu qui fera aux hommes le don le plus utile. Poséidon est sûr de l'emporter. Le dieu des océans pointe son trident vers le sol et fait jaillir une magnifique source. Une source d'eau salée qui déferle sur les plaines asséchées. Il offre aux habitants de l'Attique un somptueux bassin, une sorte de piscine géante dans laquelle les hommes pourront occuper leurs loisirs et s'entraîner aux courses nautiques qu'ils affectionnent tant. Puis il redouble son cadeau et offre à Cécrops lui-même un splendide étalon noir, un cheval magique jailli de l'écume et réputé invincible à la guerre. Athéna, elle, réfléchit. D'un geste de la main, elle fait sortir de terre un arbre. Un arbre immense, aux ramures argentées et au tronc noueux. C'est un olivier. Un olivier dont elle proclame que les feuilles ne tomberont jamais, pas même lorsque viendra l'hiver. Cet arbre, assure-t-elle, portera les fruits que vous presserez lorsqu'ils seront bien mûrs. Ils vous nourriront, vous et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Cet arbre sera le symbole de la paix et de la fécondité que je vous accorde. Sous le regard de Thémis, la déesse de la justice, les habitants de l'Attique passent au vote. Et ce sont les voix des femmes qui font pencher la balance divine du côté d'Athéna.
Poséidon entre dans une fureur incontrôlable. Pour se venger de cette humiliation, il décide de submerger l'Attique sous les flots. Mais Zeus, qui a suivi avec attention le déroulement du scrutin, le lui interdit. Alors, le seigneur des océans quitte l'Olympe, plein de rancune et de haine à l'égard de la fille de Zeus. Il plonge dans les abysses et regagne son palais, où il s'enferme pour méditer une nouvelle revanche. La raison du choix des habitants de l'Attique est simple. Poséidon leur propose le divertissement et la guerre. Athéna leur offre la paix et l'agriculture. Et en hommage à la déesse, il est décidé que ce lieu s'appellera désormais Athènes. Érictonios, le fils d'Athéna, sera plus tard l'un des premiers rois à régner sur la ville. Athéna va se consacrer au bonheur des hommes. Tout naturellement, elle devient la protectrice des héros. Elle joue un rôle capital dans la réussite de leurs exploits. Sans son aide précieuse, jamais Persée ne serait parvenu à vaincre l'horrible Méduse, dont le visage grimaçant orne désormais le bouclier d'Athéna, cadeau du héros Persée à sa protectrice. Pendant la guerre de Troie, Athéna prend parti pour les Grecs et leur inspire l'idée du cheval de bois. Plus tard, elle aide Ulysse à rentrer à Ithaque. Enfin, sous les traits du sage Mentor, elle guide le jeune Télémaque dans ses démarches pour retrouver les traces de son père. C'est elle aussi qui, un soir, fait entrer secrètement Prométhée dans l'Olympe afin de lui permettre